Ce qui est sûr, justice sera rendue. Officier Meibo. Il y a quoi encore au peuple ouest, il y a quoi à la Côte d'Ivoire, il y a quoi à toute l'Afrique. Je suis malheureusement attristée parce que c'est encore des crimes de plus, malheureusement. Vraiment, je suis dans la joie parce que la communauté d'Italie nous ont bien reçus. Vraiment, merci et continuez d'être solidaires. Vraiment, continuez d'être solidaires parce que l'Afrique a besoin de cette solidarité-là pour pouvoir vivre et survivre. Voilà. Est-ce que dans la salle, y a-t-il des personnes qui connaissent à peu près la charte de l'impérialisme? Bon, pas grand monde. Bon, je vais vous demander peut-être un tout petit peu de silence pour que nous puissions lire que je puisse vous lire cette charte, parce que je pense que les problèmes et en même temps la solution de notre continent se trouvent dans la lecture de cette charte. Et ensemble, on va essayer de voir comment on peut trouver une solution favorable pour qu'on puisse sauver notre nation, tout simplement. La charte de l'impérialisme. Cette charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à Berlin en 1885. Pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde et des deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations Unies, qui est aujourd'hui l'ancêtre de l'ONU. Dans les dispositions générales de cette charte, l'article 1 nous dit de la devise de l'impérialisme, c'est de gouverner, de contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, piller, pour remplir nos banques et faire d'elles les plus grandes puissances du monde. L'article 2 nous dit « Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. » Silence, s'il vous plaît. C'est important pour nous parce que tout le temps, on aura encore des occasions de génocide parce qu'on n'a pas compris encore ce qui a été écrit depuis 1888 contre notre continent. Merci. Dans l'article 3, on nous dit « Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons, par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. » Dans l'article 2 de cette charte, on nous dit « Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégralité territoriale n'existe pas dans le tiers-monde. » Oui. L'article 5 nous dit tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Ça, c'est le colon qui a écrit. Donc, quand je dis nos, c'est eux qui parlent, qui s'adressent au continent que nous sommes, aux Africains que nous sommes. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans leurs banques pour la sécurité de leurs intérêts à eux. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. Et dans la rubrique du régime politique, l'article 6 nous dit « Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est directement illégal, illégitime et aussitôt dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. » L'article 7 nous dit « Tout pouvoir qui dispose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait
même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité et doit automatiquement disparaître. Dans le traité et les accords, l'article 8 nous dit: on ne négocie pas les accords et les contrats avec des pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. L'article 9 nous dit: tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et sans effet. On passe à la rubrique des droits fondamentaux. L'article 10 nous dit: là où nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas le droit, dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant les lois internationales. L'article 11 nous dit: la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. L'article 12 nous dit: les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Dans l'article 13, on nous dit: les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Oui, il faut souffrir parce que c'est la vérité qui est écrite, c'est pour ça que nous subissons tous les jours. Il faudrait qu'on essaye de lire, de s'informer parce que c'est important. L'article 14 nous dit: on ne parle pas de génocide, parce que c'est l'article qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. Voilà ce qu'on nous dit dans l'article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est important. Ils s'en foutent des génocides dont nous parlons. C'est écrit, ils se réfèrent juste au texte de loi et puis ils font ce qu'ils veulent. L'article 15 nous dit: les finances publiques. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque au plafond exigé, fixé par la fortune, lorsque cela dépasse le plafond. Ça donne froid dans le dos parce que c'est injuste. On va continuer un peu, je vais raccourcir parce que comme on est venu pour soutenir le peuple, ouais. Voilà, vous voulez que je lise tout? Merci. Mais c'est pas long, hein. C'est des petits textes, mais c'est long pour notre histoire, pour l'histoire de notre continent. C'est très long parce que nous subissons. Et la petite lecture de cela, c'est pas plus long que les années de crimes que nous subissons depuis la nuit des temps. Donc souffrez encore un peu. L'article 16 nous dit: n'auront de droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. L'article 17 nous dit: notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et de briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Maintenant, on passe à la rubrique des traités militaires, parce que c'est ça qui fait la finition. Les traités militaires nous disent, dans l'article 18, les armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation de l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concerne pas, mais les autres. L'article 19 nous dit: nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée des pays faibles pour afficher notre suprématie et faire craindre par les pays du tiers-monde. L'article 20 nous dit: toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. L'article 21 nous dit: toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et celle de nos valeurs. Maintenant, on passe dans les accords internationaux. L'article 22 nous dit dans les accords internationaux: l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. L'article 23 nous dit: notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes
sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. L'article 24 nous dit « Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire des pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de l'ONU. » L'article 25 nous dit, j'ai presque terminé, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays, des pays du tiers-monde dans le sous-développement, la misère, la division, la guerre, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter, les piller à travers les missions des Nations Unies. L'article 26 nous dit, notre règle d'or est la liquidation physique des leaders, dirigeants, nationalistes du tiers-monde. L'article 27 nous dit, les lois, les résolutions, les cours, les tribunaux internationaux sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Et je termine par le dernier article. L'article 28 qui nous dit, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni incarcérés par les cours et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité. Et cette charte, vous pouvez la retrouver sur le site, la charte de l'impérialisme, ou aussi la trouver au musée royal de l'Afrique centrale, qui est à la limite de la Belgique. C'est un musée qui est là-bas, où on nous informe sur plutôt nos devoirs, mais pas beaucoup de droits pour le continent africain. Maintenant, je voulais finir par parler du conflit de la Côte d'Ivoire. Et en même temps aussi, comment trouver aussi une solution pour pouvoir sauver notre nation. D'abord, demander aux Ivoiriens de s'unir. Et la deuxième proposition que j'avais à faire, c'est de demander à M. Charles Konabani de démissionner. Pourquoi je me permets de dire à M. Charles Konabani de démissionner? Parce qu'il était Premier ministre. Sous Gbagbo, n'a pas réussi à résoudre les conflits des Ivoiriens. Il y a eu même des problèmes des déchets toxiques. Pourquoi je demande à M. Charles Konabani de démissionner de son mandat qu'on lui a donné par rapport à la réconciliation? Parce qu'il n'a fait aucune preuve de sagesse avec toutes les arrestations qui ont lieu en Côte d'Ivoire et il n'arrive même pas à unir le peuple ivoirien, tout simplement. Et la deuxième proposition que j'avais à faire, oui, on ne peut pas faire démissionner Charles Konabani sans proposer quelque chose d'autre. Moi, je propose à ce que Thérèse Houphouët-Boigny, qui est la veuve d'Houphouët-Boigny, qui fait partie des personnes qui ont construit la Côte d'Ivoire, de se réveiller et de venir sauver le navire ivoire en prenant le bateau de pèlerin pour sauver la Côte d'Ivoire, tout simplement. Je demande à Mme Thérèse Houphouët-Boigny, si vous m'entendez, et qu'il y a des caméras qui sont là, qu'on lui envoie cette image, que ce soit elle-même qui prenne les rênes, parce que la Côte d'Ivoire, que Houphouët-Boigny et elle ont construit, les accords qui ont été signés, le peuple ivoirien est en train de mourir. Dieu merci, elle n'est pas encore morte, elle est vivante, qu'elle sauve la nation ivoirienne. Enfin, que tous ensemble, que toutes les femmes patriotes, que toutes les femmes, si elles veulent, on peut l'accompagner dans sa tâche de réconciliation du peuple ivoirien. Je pense que la réconciliation passera par les femmes, tout simplement. Voilà. Et je finis par dire que toutes les personnes qui sont incarcérées, regardez toujours dans la direction de Dieu, parce qu'avec Dieu, nous allons les vaincre. Et je dis à Dominique Ouattara, qui est, d'après elle, aux commandes de la Côte d'Ivoire, que toutes les personnes qui sont incarcérées, à leur sortie, on va les compter un à un. S'il manque une personne, même si Dominique Ouattara est dans le ventre de sa mère, on ira la trouver là-bas. Et que Dieu bénisse. Merci. Donc c'est un homme qui maîtrise son sujet et c'est lui qui nous donne de temps à autre les informations sur le procès de notre président. Et il est en même temps le porte-parole du CEPAD, le CEPAD qui est le comité de pilotage des actions de la diaspora. Alors je demande qu'on lui accorde une grande ovation. C'est Maître Zéry Zokou. Maître. Merci beaucoup. Bonsoir à l'Italie. Bonsoir à toutes les délégations. Bonsoir surtout
à tous les ouais qui sont dans cette salle. Applaudissez-vous. Merci tous les ouais, parce que nous sommes tous des ouais ce soir. Nous sommes tous des ouais parce que nous souffrons avec les ouais. Nous sommes tous des ouais parce que le martyr du peuple ouais est le martyr du peuple ivoirien. Et ce soir, je voudrais, avant toute chose, et c'est le sens de notre rassemblement ici, saluer ce peuple qui souffre, saluer ce peuple qui pleure, mais saluer ce peuple qui se bat. Le peuple ouais se bat, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le peuple ouais est un peuple résistant, et je voudrais que vous saluiez sa résistance. Le peuple ouais est un peuple résistant, et aujourd'hui, c'est une occasion qui m'est offerte pour rétablir certaines choses. Dans cette guerre que certains pensent que nous avons momentanément perdue, il y a des choses sur lesquelles nous nous sommes laissés faire. C'est la bataille des mots, c'est la bataille du langage. Aujourd'hui, que dit-on de ce peuple qui se bat et qui résiste? On dit que ce sont des miliciens. On dit que ce sont des Libériens. Est-ce que vous êtes des miliciens? Non. Est-ce que vous êtes des Libériens? Non. Vous êtes des résistants. Voyez-vous, les mots sont importants. Vous, nous qui connaissons l'histoire de l'Europe et notamment de ce pays qui nous fait la guerre, c'est-à-dire la France, vous avez tous lu que ce pays qui a été occupé pendant 5 ans, qui a été battu en quelques jours par l'armée allemande, était un pays où tout le monde avait résisté, alors que c'était l'un des pays où tout le monde avait le plus collaboré. On le lit, on vous dit, et je donne un exemple. Par exemple, quand vous allez à Paris, vous avez une place qui s'appelle la place du colonel Fabien. Est-ce que vous savez qui était le colonel Fabien? C'est le siège du Parti communiste. C'est là que le Parti communiste était situé. Et le colonel Fabien est considéré comme l'un des plus grands résistants français. C'était un jeune communiste. Et savez-vous quel a été son premier fait d'armes? C'était le fait, pour ce jeune Français qui n'acceptait pas le joug des Allemands, d'avoir tiré dans le dos d'un officier allemand désarmé. Et aujourd'hui, on vous dit que le colonel Fabien est un résistant. Et vous, on vous traite de milicien et vous l'acceptez? Non. Est-ce que vous acceptez cette injustice? Non. Nous sommes venus pour vous dire que vous n'êtes pas des miliciens, mais que vous êtes des résistants. Et que vous vous battez pour sauver l'identité qui est la vôtre, que vous vous battez pour sauver l'identité de la Côte d'Ivoire, que vous vous battez pour préserver vos terres. Comme partout ailleurs, on a le devoir de défendre sa terre, de défendre son sang et de défendre son honneur. Dorénavant, il ne faut donc pas accepter que le combat que vous menez soit réduit à un combat de miliciens, de voyous qui viennent attaquer de soi-disant forces régulières, les prétendues forces républicaines de Côte d'Ivoire. Non. Et aujourd'hui, il faut rétablir aussi le fait que la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle a été attaquée, a été particulièrement attaquée à l'ouest. Et quand vous êtes attaqué, votre devoir c'est d'essayer de vous défendre. Vous n'avez fait que vous défendre. Et aujourd'hui, on essaie d'inverser l'histoire. Il faut être conscient que de cette prise de conscience que nous aurons, nous pourrons mieux mener ce combat. Nous sommes là pour saluer justement la façon dont le combat des ouais s'organise. Vous avez ici des représentants qui vont certainement mieux s'exprimer là-dessus. Mais moi, je voudrais saluer la réunion qu'il y a eu récemment à Paris de tous les ouais de la diaspora pour dire qu'ils sont ensemble pour se défendre et défendre la Côte d'Ivoire. Maître Zeye est là, il prendra la parole, mais je parle aussi au nom de mon ami et frère Apollos Dante, qui est l'un des initiateurs de cette grande idée,
qui est le second porte-parole du comité de pilotage et qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était déjà à Paris la semaine passée, et qui vous salue et qui vous dit que le projet sur lequel aujourd'hui les Ouest sont en train de travailler est un projet qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la libération totale de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire par des voies démocratiques dans la paix, comme nous avons toujours su le faire. Et je profite de cet exemple qui est donné par les Ouest pour justement que tous ceux qui se réclament du président Laurent Gbagbo prennent l'exemple sur cette posture d'union pour dire que sans union, aucune action ne sera possible, aucune action de libération de la Côte d'Ivoire ne réussira. C'est donc le lieu pour moi de répéter ce message que j'ai l'habitude de donner à tous les résistants, à tous les responsables d'associations. Il y a aujourd'hui une nécessité urgente de se mettre ensemble pour organiser le combat, pour soutenir le président, mais également pour soutenir le peuple ouest. Et ce soutien que nous devons construire est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes interpellés par une situation absolument scandaleuse, absolument difficile, qui est celle du Front populaire ivoirien, qui est le parti du président Laurent Gbagbo. Les représentants du Front populaire s'exprimeront, mais je pense qu'il est de notre devoir, en tant que militants, pour la plupart d'entre nous, de ce parti, sympathisants ou simples personnes attirées et séduites par la personne du président Laurent Gbagbo et qui sont engagés dans cette lutte, de vous dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui contre le parti du président est quelque chose de monstrueux. On vise simplement la décapitation de l'opposition, la disparition de cette force, parce que justement ceux qui sont là aujourd'hui, qui prétendent avoir le pouvoir, sont conscients que c'est la seule force politique capable d'assurer l'inversion de la situation, c'est-à-dire d'assurer une restauration de la démocratie. Il est donc important que, où que vous soyez aujourd'hui, vous vous sentiez investi du devoir d'aider le parti du président par tous les moyens possibles, car certains s'étonnent que le parti n'arrive plus à organiser des manifestations, mais vous n'imaginez pas la situation qui est celle de ce parti, dont tous les cadres sont soit emprisonnés, soit en exil, démunis aujourd'hui de moyens, et qui, lorsqu'ils organisent des manifestations, voient le matériel, par exemple, cassé, et que ce parti est obligé de recourir à des cotisations pour rembourser le matériel. Si bien qu'aujourd'hui, les personnes qui louent le matériel, les bâches, les chaises, ont peur d'accorder leur matériel au parti. Donc, le parti en lui-même est dans la difficulté pour organiser ses activités. Donc, il faut qu'aux côtés des représentants du parti, on prenne en compte la nécessité dans les jours à venir d'aider le parti afin qu'il se réorganise et qu'il puisse mener la bataille pour la libération de la Côte d'Ivoire. Enfin, chers amis, je ne saurais terminer sans vous dire un petit mot effectivement sur ces inquiétudes quant à l'issue de la procédure juridique dont est l'objet de façon injuste à notre président. Bien entendu, je ne m'exprime pas au nom des avocats du président, mais simplement pour attirer votre attention sur le fait que depuis notre dernier meeting de La Haye, la décision qui avait été rendue par la Cour pénale sur la question de la compétence, c'est-à-dire que les avocats du président refusaient que la Cour puisse juger le président puisqu'ils estimaient qu'elle n'avait pas les pouvoirs pour cela, eh bien cette demande avait été rejetée par la Cour. Depuis là, l'équipe de défense du président a fait appel. Donc ça veut dire que d'autres juges vont examiner la question de savoir si cette Cour a le pouvoir de juger le président Laurent Gbagbo. Nous disons qu'elle ne le peut pas et nous disons que le président Laurent Gbagbo doit purement et simplement être rendu à son peuple. Il doit être libéré. Et avec moi, vous devez dire libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez
libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Il faut le répéter partout, à toutes vos connaissances. Il faut faire du porte-à-porte pour porter le message de la liberté. Il faut dénoncer aujourd'hui les crimes qui sont commis, les enlèvements. Et pour cela, vous avez besoin de travailler ensemble. Il faut que donc de Parme, de toutes les régions d'Italie, et que cela soit la même chose dans les autres pays, dorénavant, nous puissions travailler dans un cadre commun. Et c'est pour cela que le comité de pilotage a été mis en place pour que chaque association, bien que gardant son autonomie, ait un cadre commun de travail. Voici le message d'espoir que je voulais vous donner, que j'ai donné le 13 août dernier, et je peux vous dire aujourd'hui, la pression n'est pas de notre côté, elle est du côté de M. Dramane Ouattara qui ne dort plus dans son palais depuis son retour à Abidjan. Voilà, soyez prêts pour la bataille finale, la bataille démocratique, car nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants, nous sommes des résistants, nous sommes des résistants. Je vous salue.
C'est la première fois que nous venons en Italie. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Bon, ça va, je ne touche pas le plafond. Oui, nous sommes très heureux d'être ici. Au nom du cri panafricain, au nom de la résistance panafricaine, au nom de Gbagbo Laurent, au nom de l'Afrique, puisque nous avons des amis africains qui sont là, présents, qui ont fait le déplacement, nous voulons ici exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux Ivoiriens, aux Africains, aux démocrates d'Italie réunis aujourd'hui à Torino. L'histoire de la rencontre de Torino, si j'ai encore bonne mémoire, date du 13 août, donc depuis la haine, où l'appel de Torino a été lancé, qui a été accentué avec la Convention des Ouai de Paris. Donc ce n'est pas une surprise si cette rencontre de Torino, cette rencontre de solidarité envers le peuple Ouai tend à être une réussite. Je dis tend à être une réussite, c'est-à-dire que sous réserve de quelques incidents dramatiques, ce n'est pas une surprise. Ça a été bien préparé et je voudrais remercier ici le docteur Boga Gervais. Un frère, sois remercié. Je me souviens encore de tes débats très enflammés, de tes débats patriotiques. Et cela fut un grand plaisir de te voir à Paris, de te voir en Europe, battre le pavé. Continue le travail que tu as entamé depuis Abidjan pour la restauration de la dignité de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de Laurent Gbagbo. Sois remercié. En remerciant le docteur Boga, je veux remercier les Italiens. J'aurais dû commencer par là. Oui, mais qui sont d'une hospitalité, bon, qui est un peu en dessous de celle des Parisiens. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier les femmes. Quand on compte dans cette salle, ce sont nos mamans qui sont les plus nombreuses. Je voudrais les saluer. Saluer aussi les artistes musiciens. Vous savez, c'est un discours dans lequel les Ouai, les non-Ouai se retrouveront. Mais je dis saluer les artistes. Nous, on n'avait rien, donc on n'a rien perdu. En tout cas, moi, je n'ai rien perdu. J'ai gagné. J'ai gagné les risques. Mais les artistes, ils ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Puisqu'ils ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire. Puisqu'ils ne peuvent plus rien vendre. Et ils sont engagés pour soutenir Laurent Gbagbo, pour soutenir la Côte d'Ivoire, pour soutenir l'Afrique. Je vous demande de faire une ovation aux artistes, musiciens, ivoiriens et africains. J'ai aperçu Magadendin quelque part. Vraiment, il est de tous les meetings, je le salue au passage. Je salue Johnny Allé qui n'est pas loin, et sans oublier le président Gadi Seli. Vraiment, je salue les artistes pour leur engagement. Chers amis, j'ai pris beaucoup de temps pour saluer. Je ne serai donc pas très long. On parle de Ouai.
Moi, je suis ouvert. Donc, je ne peux pas parler de moi-même. Mais je vais reprendre à mon compte les propos de mon frère Zokou qui dit aujourd'hui, nous sommes tous ouverts. Et il n'a pas tort. Mais nous qui sommes déjà ouverts, qu'est-ce qu'on va dire alors? Nous sommes ouverts. Bien. Je veux parler à mes parents les Africains. La solution de nos problèmes ne se trouve pas à l'extérieur. C'est Einstein qui disait qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Si nous nous évertuons à mal poser nos problèmes, nous serons toujours heureux ou malheureux de trouver nos problèmes sans solution, puisqu'on les aura toujours mal posés. Il y a un problème, ouais. Il y a un problème de la volonté dramanienne d'exterminer le peuple, ouais. Il faut vous asseoir. Il faut nous asseoir et poser le problème. Mais le problème, ouais, est lié aussi au problème des Atiens, est lié aussi au problème des Abbés, est lié aussi à tous ces peuples qui ont soutenu, qui ont reconnu et qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo. Alors, quand on fait le tour de la question, nous allons voir que les problèmes, ouais, à Djokrou, oui, il y a eu l'attaque de Tiapoum aussi, dans les pays et de toutes ces régions, de tous les peuples de Breleke de Diokwe, et il n'y a pas longtemps de Zébizekou, sont liés à une seule personne, à la personne de Gbagbo Laurent. Mais vous les ouais, nous les ouais, si ce n'est pas Gbagbo Laurent, Dramane, quelqu'un, le Mogossi, il nous connaît où? Il nous connaît où? C'est pour Gbagbo Laurent qu'on nous tue. Puisque, regardez, nous sommes tous victimes de notre amour pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous victimes de notre amour pour l'Afrique. Nous sommes tous victimes de notre amour pour Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi vous voyez que je ne me focalise pas sur un discours typiquement ouais. C'est un discours, malheureusement, qui est gbagboïen pour un peu créer ce néologisme. C'est un drame gbagboïen. Le drame de ouais est un drame gbagboïen. Oui, qui naît de l'amour de Gbagbo Laurent. Alors, que devons-nous faire? On ne trouvera pas aujourd'hui une solution. Moi, j'ai des esquisses. Mais je vais inviter les responsables ouais, d'Italie, les responsables ouais, de France, et donc au-delà de l'Europe, de s'unir. Et de travailler ensemble à créer cette obligation de solidarité avec les autres peuples qui ont aussi ce même problème. Ça, je parle en tant que ouais maintenant. Puisque vous voyez, mon analyse est celle. Si moi, qui suis le Thierry Chablé, de la sous-préfecture de Fagobé, je me fais le porte-étendard, je parle de moi, de mon humble petite personne. Alors, mes parents voudront voir émerger dans la sous-préfecture de Fakobli un leadership Ouaber qui à terme peut-être visera la présidence de la République de Côte d'Ivoire.
Alors, que ferais-je moi là de ma lutte pour la libération de mon père, de mon papa Gbagbo Laurent? Je ne fais pas de ça. C'est pour cela qu'il faut créer cet esprit d'obligation de solidarité, puisque nous sommes victimes du même fléau, de la même maladie dramanienne. Ça, c'est mon invitation. Et je terminerai pour vous donner quelques petites nouvelles. Nous en avons tous sur les mêmes thématiques. Ce sont des nouvelles d'espoir. Moi, je ne maîtrise pas la Bible, mais je sais aussi que Dieu, quand il veut te punir, il endurcit ton cœur. Vous savez, les gens, quelquefois à tort, ont comparé le président Gbagbo Laurent à Kadhafi. Non, il faut comparer ce qui est comparable. Gbagbo Laurent n'a jamais tué. C'est la première fois que pendant un coup d'État qui vise à tuer quelqu'un est vivant, quelqu'un parle, et puis tout le monde entier est mélangé. C'est la première fois. Ça n'a jamais existé. Au moment où Hugo Chavez disait à Kadhafi, viens, Dieu a endurci son cœur. Pour lui, mais toi aussi, tu as le pétrole, tu as l'argent, tu vas aller où? Laisse là. Il est resté là. Ils l'ont pris où? Dans un trou. Vraiment, vous m'excuserez pour ceux qui ont eu du mal pour cela, mais j'ai mal qu'on compare Gbagbo Laurent aux autres dirigeants africains. Saddam Hussein, au moment où le monde entier le bombardait, quelques pays arabes se sont mis derrière lui. Quelques pays lui ont dit, viens en exil. Dieu a endurci son cœur. On lui a dit, viens. Il dit, non. Comment? J'ai du pétrole. Les États-Unis m'ont armé. J'ai de la puissance. Ils l'ont pris où? Dans un trou. Dieu endurcit le cœur quand il veut frapper. Et Dieu est en train d'endurcir le cœur de ceux qui sont à Abidjan, parce que bientôt, ils seront frappés, ils tomberont. Dieu a endurci le cœur sur l'histoire du porte-parole Katina. Chers amis, c'est du brigandage, c'est du gangstérisme, des petites informations que nous avons ça et là. Katina devrait être enlevé par l'État dramanien. Un avion ivoirien est venu se poser sur le tarmac ghanéen. C'est-à-dire que quelques personnalités ghanéennes ont été corrompues. Katina vient de l'Afrique du Sud. Mais le journal Le Patriote annonce déjà que Katina arrive à Abidjan à 16h. Mieux était la vigilance des autorités ghanéennes. Enfin, certains policiers qui n'étaient pas mouillés. Quand il sera aujourd'hui à Abidjan, on aurait dit qu'il s'est rendu lui-même à Abidjan. Cette histoire que vous voyez qui traîne, c'est un gros incident. Puisque les gangsters d'Abidjan ont envoyé leur gangstérisme jusqu'à dans d'autres pays. Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Parce qu'ils croient qu'ils sont capables de tout au nom de l'argent. Et puis Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Nous, on ne veut pas les coups d'État. Nous ne sommes pas les militaires. Nous voulons que ceux qui ont tué à Diokwe, à Guitrozon, à Blorequin, à Zebizekou, à Ouragayo, à Alépé, à Azopé, ceux qui ont tué là, ils soient là et qu'on leur demande qui a gagné les élections. Devant la télévision, et qu'on leur dit pourquoi il y a eu tant de morts si c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Pourquoi vous avez tué? Nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche rien d'autre. Donc, on me fait signe. Je voudrais vous dire de tenir bon.
de tenir bon, mais d'avoir à l'esprit que la solution des problèmes qui se posent à nous se trouve en nous-mêmes. Car chaque problème génère ses propres solutions. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à prendre la parole ce soir. Mais je voudrais demander aux Italiens qui sont dans la salle s'ils comprennent le français. Parce que je vais parler, que nos frères m'excusent, je vais parler une partie en italien pour que les Italiens qui sont dans la salle soient nos messagers auprès du peuple italien. Parce que le sens de notre combat aussi, c'est d'emmener les Occidentaux, surtout le peuple italien au milieu duquel on vit, de porter notre message. Sto salutando stasera tutti gli italiani qua che sono qui con noi. Vi dico grazie. I mariti, le spose di tutti i nostri fratelli o sorelle ivoriane, vi dico grazie. Grazie di cuore. Grazie perché siete con noi. Siete con noi perché Dio vuole questo. Dio vuole che voi portate fuori da qui il messaggio che l'Africa vuole la sua libertà. Gli avoriani vogliono la loro libertà. Gli avoriani vogliono la pace. I nostri figli tutti i giorni sono massacrati. Tutti i giorni oggi non è bello essere un ragazzo di 19 a 30 anni in Costa d'Avorio. Noi donne ivoriane stiamo piangendo tutti i giorni. Tutti i giorni fa quasi 16 mesi che questo governo che ci sta uccidendo è al potere e nessuno occidentale dice niente. Io volevo sapere, siamo cani? Perché i cani sono trattati meglio qui in Europa. I gatti vivono meglio degli africani. Questo non è giusto. Voi dovete portare fuori questa voce. Siamo stufi e stanchi. Vogliamo la felicità anche per i nostri figli. Perché come fanno le donne europee 9 mesi per partorire? Facciamo anche noi 9 mesi. Non state qui solo con noi per ballare. È vero, gli africani balliamo per nascondere la nostra sofferenza. Nessuno ci può togliere questo sorriso. Nessuno. Ma però diciamo basta. E i nostri bambini hanno il diritto di mangiare il cacao che produciamo noi sulla nostra terra, come i bambini europei. Basta! Vi prego, aiutateci a mettere fine alla sofferenza dei nostri. La nostra battaglia deve essere anche la vostra, perché se i nostri bambini che crescono qua, con i vostri bambini, riescono a scambiare le culture, il mondo andrebbe meglio. Il mondo andrebbe meglio perché se i nostri figli che hanno il sangue africano si dicono che malgrado che sono qui, sono trattati sempre come sotto uomini, non andrà bene. Perché stanno studiando la democrazia che ci insegnate e quella democrazia dice il governo del popolo per il popolo. Noi il governo per le armi. Quindi vi dico grazie. Grazie perché so che siete convinti, che siete qua perché ci portate un po' della vostra forza. Ma
bisogno di lei per sempre e che questa forza riesce a fare sentire agli altri europei che noi abbiamo diritto alla felicità. Maintenant, je vais parler en français. Je voudrais dire à tous les Ivoiriens réunis ici, votre division, votre hypocrisie, ça suffit. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de ça. Laurent Gbagbo n'en a pas besoin. Soyons unis, soyons forts et donnons-nous la main pour aller en avant. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'on la connaît tous. Mais notre problème, c'est la désunion et ce n'est pas bon. Et je vais couper parce que je n'ai pas pris mes médicaments et je suis très énervée. Merci, je vous embrasse tous. Mon message était aux Italiens. Mais je voudrais ajouter Dominique Ouattara pour rejoindre ma soeur Mireille Zaki. Tu es une femme, tu as fait des enfants. Arrête de massacrer nos enfants. Arrête de massacrer nos enfants. Tes enfants ne sont pas mieux que les nôtres. Il faut que tu arrêtes, ça suffit maintenant. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu es une femme, que tu as connu la douleur de l'enfantement, arrête de tuer les enfants ivoiriens. Merci. Alors merci à la soeur Christelle Wassia. On l'ovationne très 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 fort. Ok. Alors nous repartons un temps soit peu en musique. Applaudissez pour vous. C'est vraiment ça. Voilà. DJ Kassoum. On applaudit pour DJ Kassoum. Voilà. Willy Blanc. Quand tu veux, balance la souche. Chante. Tu le veux comme ça. Here we go. Allez, les mains. One thing
Est-ce que ça va?
Mazou. Le micro de tous les amis, pas de qui Le fils de Saïo, c'est grand Saïo. de tous les amis, pas de Avec l'énergie. Oui, non. Maître. de tous les amis, pas de Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Je suis fou, je suis dingo. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. À votre niveau, il faut le mélo. Il faut le mélo. Et pour l'obtenir, salut le Brésilien. Marco Alonso. Et vous savez, il faut le mélo. Maman Prisca, je te demande, salut! Adoré, je suis Tayo, je sais ce que je vois, je sais ce que je fume. Je suis Tayo, je sais ce que je vois, je sais ce que je fume. La femme est pico, et il y a l'eau, la femme de l'eau, et il y a l'eau, la gare de l'eau, et il y a l'eau. Ok, merci, attention, très fort. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie de l'occasion qui est offerte à ma modeste personne de pouvoir contribuer à la causerie de ce soir, aux échanges de ce soir. Tout à l'heure, mon frère, en faisant la présentation, a dit que je suis venu de Brescia jusqu'à Turin. Et je n'ai pas été surpris de rencontrer un autre frère sénégalais qui, lui, s'est déplacé de Firenze à Turin pour soutenir la résistance. J'ai fait sa connaissance aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de l'apprécier et de découvrir en lui aussi qu'il était animé des mêmes sentiments de lutter ensemble pour la libération de l'Afrique. Je voudrais signaler la présence du frère Mamadou Sel. Je lui demande de se lever. Voilà. Donc le frère Mamadou Sel, il est sénégalais, il réside à Firenze et il s'est déplacé de Firenze jusqu'à Turin. Donc vous pouvez compter désormais qu'il y a un autre frère sénégalais qui est
engagé de la même manière que moi dans le combat que nous menons et que nous allons gagner. Je suis convaincu. Pour aller un peu vite, je voudrais d'abord commencer par raconter un petit événement. Il y a 4 jours de cela, un Sénégalais, un compatriote sénégalais, qui depuis 2 ans s'acharnait à me demander qu'est-ce que tu fais dans les affaires des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu fais dans les affaires des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu cherches dans les affaires des Ivoiriens? Il y a 4 jours de cela, ce compatriote sénégalais m'a téléphoné pour me dire qu'il y a des inondations au Sénégal. Et que, après les appels au soutien qui ont été lancés par les autorités sénégalaises, que l'international ivoirien Didier Drogba a donné une enveloppe de 5 millions. Alors je l'ai répondu en ironisant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que Didier Drogba cherche dans les inondations sénégalaises? Qu'est-ce que Didier Drogba cherche dans les inondations sénégalaises? Bref, on a eu beaucoup de discussions après, mais je préfère faire l'économie de tout cela. C'est pour vous dire que nous devrons rester très solidaires. Il y a eu des ethnologues coloniaux, colonialistes, fascistes même, qui sont venus et qui ont découpé l'Afrique pour nous dire voilà telle ethnie, voilà les caractéristiques de telle ethnie. Au Rwanda même, ils se sont permis de dire que ceux qui ont le nez plus mince sont les Tutsis et que les autres seraient les Hutus. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Je pense que nous devrons éviter d'entrer dans ce jeu-là. Et tout mon combat aux côtés des frères ivoiriens et d'autres frères africains, c'est de démontrer qu'en réalité, comme l'a montré le professeur Cheikh Anta Diop, le très regretté professeur Cheikh Anta Diop, que tous les peuples africains ont la même racine commune. Et que donc, si nous partons de ce fait, nous devons savoir que d'un seul côté, nous avons les patriotes, ceux qui se battent pour que l'Afrique soit libre, et de l'autre côté, les traîtres, les apatrides. Et ça s'est passé dans toutes les luttes. Ça s'est passé dans toutes les luttes. En France, au plus fort de l'occupation nazie, il y avait ceux qui avaient choisi de servir les intérêts de l'Allemagne nazie. Ils ont tous été fusillés par la suite. Ils ont tous été fusillés. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Je taquine souvent mon ami Dr Bogard en lui disant les questions de droits de l'homme. Je pense qu'on n'a pas tellement de leçons à recevoir parfois. Parce qu'en Europe, après la libération, on sait ce qu'ils ont fait de ce qu'on a appelé les traites. En Algérie, après la libération, on sait ce qu'on a fait des harkis. Tous ceux qui ont pu s'échapper sont venus se réfugier en France. Parce que le FNL les a fusillés et les a considérés comme des traîtres parce qu'ils avaient pris les armes contre le peuple, contre la lutte de libération de leur peuple. Ce sont des traîtres. Et je pense que c'est comme ça que nous devrons définir les uns et les autres par rapport au combat qui se mène aujourd'hui en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui disait Alassane est burkinabé. Je suis sauté, pas parce qu'il a dit qu'il est originaire de ce pays. Il est bel et bien originaire de ce pays. Mais attention, le Burkina Faso de Thomas Sankara ne pouvait pas produire quelqu'un comme Alassane Ouattara. Parce que Thomas Sankara, dont nous allons célébrer le 25e anniversaire de l'assassinat, le 15 octobre prochain, a dit que le Burkinabé, c'est l'homme intègre. Est-ce que Alassane Ouattara est un homme intègre? C'est ce qu'on appelait Alassane Ouattara burkinabé. Alassane Ouattara est un apatride, c'est un traître, c'est un criminel, c'est un bandit de grand chemin. Voilà la définition et les caractéristiques qu'il faut donner à cet homme. Mais à côté de lui également, il y a un autre bandit de grand chemin, un grand criminel de guerre, qui est Blaise Compaoré. Depuis l'assassinat de Thomas Sankara,
Blaise Compaoré met le feu à toute l'Afrique. Le conflit de l'Angola, en passant par celui du Libéria, celui de Sierra Leone, la rébellion Touareg, la rébellion en Côte d'Ivoire, le coup d'État dernier en Guinée-Bissau, Blaise Compaoré a ses mains mafieuses dans tous les conflits et les crimes en Afrique. Je pense qu'il est important de considérer Blaise Compaoré comme ennemi de l'Afrique de la même manière qu'Alassane Ouattara. Si nous continuons le combat, nous ne pourrons pas combattre le chameau et laisser le dromadaire, parce qu'ils sont ensemble. Chameau et dromadaire vont ensemble. Même si l'autre a une bosse et l'autre a deux bosses, c'est la même chose. Je pense que c'est important de le signaler. Je pense que désormais, il faudrait bien définir qui est Blaise Compaoré et qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, voltaïque, d'origine, oui. Alassane Ouattara, criminel de guerre, bandit de grand chemin, oui. Fasciste, ethno-fasciste, oui. Mais burkinabé, non. Parce que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres que Sankara voulait construire. Et si Sankara était au pouvoir, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui agressée. Et le président Gbagbo, aujourd'hui dans la prison de la Haye, ne va pas me démentir. Parce qu'alors qu'il était opposant, il a bien eu à fréquenter et Thomas Sankara et Denis Raoult. Et je pense que les camarades du SPI, les anciens du SPI, savent beaucoup de choses sur ces épisodes-là. Je voudrais terminer pour donner la parole aux autres. Parce que nous sommes dans une soirée d'échange. Je voudrais encourager les frères ivoiriens dans le combat qui est en train d'être mené. Oui, il y a beaucoup de massacres. Mais toute lutte exige des sacrifices. Tout combat exige des sacrifices. L'Europe a connu 2 guerres mondiales, avec des millions de morts, des dizaines de millions de morts. Aujourd'hui, l'Europe où on parle du respect des droits de l'homme, l'Europe où on parle de démocratie, où on parle d'autres valeurs humaines, cette Europe a connu des charniers, pas un seul charnier, peut-être des milliers de charniers. Cette Europe a connu des atrocités. Aujourd'hui, l'Angola, qui a accueilli des Occidentaux, des immigrés occidentaux, au point de fermer ses frontières. Le consulat de l'Angola en Europe ne délivre plus de visa depuis le mois de juin. L'Angola, qui est devenu un Eldorado en Afrique, a connu plus de 20 ans de guerre. D'abord la lutte de libération contre les Portugais, qui était très meurtrière. Ensuite, la guerre contre la rébellion organisée, soutenue, financée par les impérialistes, la rébellion de l'UNITA, qui s'est terminée en 2002. Aujourd'hui, l'Angola est un chantier, l'Angola est devenu un Eldorado. Et je pense que la Côte d'Ivoire est sur les traces de l'Angola. Pas en connaissant une guerre civile meurtrière, parce que nous ferons l'économie de cela. Mais je suis convaincu que la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, j'ai séjourné 3 semaines au Sénégal. Je suis sénégalais, j'ai séjourné 3 semaines au Sénégal. J'ai discuté avec les gens. J'ai discuté avec des militaires sénégalais qui sont revenus de mission de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous donner toutes les informations. Mais je peux vous dire que la bataille qui est en train d'être menée, elle doit être poursuivie. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Elle va être libérée. Et la libération de la Côte d'Ivoire sera le point de départ de la libération de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique de l'Ouest. Avant de monter sur ce podium, il m'est arrivé dans la tête un slogan que les Béninois, lorsqu'ils sont fâchés, ils disent. Et quand ils finissent de lancer ce slogan, les effets arrivent tout de suite. Et je vous dirai ce slogan en langue béninoise. Vous allez essayer de répéter avec moi pour que Ouattara Draman parte. Alors, ce slogan c'est ceci.
Quand je dis Ouattara Draman, vous allez répéter Ouattara Ouattara Heloué. Ouattara Heloué. Ouattara Heloué. Ouattara Heloué. Ouattara Draman Heloué. Alors, c'est ce que les femmes africaines, les femmes béninoises, quand elles sont fâchées, elles descendent dans la rue, parfois même nues, et le dictateur part. Il faudrait que Draman parte. Draman Heloué. Vous me permettez alors de dire mes deux mots. Le premier concerne l'union. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et vous devez savoir que chacun de vous a une responsabilité. Moi, je suis béninois, je viens du quartier qu'on appelle le Bénin, mais je vous dis que nous avons subi aussi qu'est-ce que je veux dire, ce qui s'est passé avec vous, ce qui se passe avec vous par la France. Vous savez, nous avons connu plusieurs coups d'État au Bénin. Et tout a été organisé par la France. Les Béninois aujourd'hui savent ce que c'est que la France. Nous savons que même les présidents béninois élus démocratiquement ne sont pas des présidents des Béninois. Ils sont des présidents parfois même propulsés par la France. Vous avez vu comment Yahi Boni n'a pas dit ouvertement sa position. Nous sommes fâchés. Donc Ouattara est héroué. Il doit partir. La seconde considération. Nous devons essayer de nous départir des organisations sectorielles pour embrasser. Alors s'il vous plaît. On écoute s'il vous plaît. Doit faire place à des initiatives globalisantes. Parce que c'est à ce seul prix qu'on peut sauver la Côte d'Ivoire. Et je vous demanderai d'ouvrir votre combat vers toute l'Afrique. Parce que moi je viens d'une ville qu'on appelle Florence, en Italie, qui a pu faire l'être Dante. Dante disait tout est signe de signe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un signe pour toute l'Afrique. Et vous devez être fiers parce que la liberté de toute l'Afrique passera par la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui sont attentifs, ils me verront dans toutes les manifestations ivoiriennes. Pourquoi? Parce que je sais que ma liberté passe par vous. Et je dois être toujours présent. Je suis allé déjà 3 fois à La Haye. Et toutes les fois qu'il y aura La Haye, je serai présent. Même si je n'ai pas de sous, je peux aller les chercher quelque part pour être présent à La Haye. Parce que c'est vous qui allez nous libérer. Nous devons mettre ensemble nos énergies pour libérer le continent africain. Et je vous invite parce que ce qui se dit ici, sur le plan scientifique, s'organise à Ouiga. En avril prochain, il y aura un sommet panafricain qui va se faire. Et on a dit, pour le thème qui viendra, c'est comment faire descendre le panafricanisme dans les masses populaires africaines. Parce que le combat que vous menez doit concerner tous les Africains. Je vous en remercie.
Merci le professeur Boka. Merci toutes les coordinations qui ont contribué à faire pour sortir les problèmes du peuple loin. Merci à toutes les délégations qui sont arrivées de partout en Europe. Merci au web d'Italie. Merci Torino. Ça fait 16 ans que je suis à Torino. C'est la première fois que je vois cette marche. Et pour nous, c'est important. Merci encore Torino. Merci, merci. Vous voyez, je suis en difficulté ce soir. Après avoir écouté ce parterre de personnes, qu'est-ce que je dirais? Je devais apprendre au professeur. Il ne suis même pas encore élève, je n'ai pas fait l'université. Après lui, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Mais, je suis ouais. Je connais aussi ma réalité. Vous savez, ce soir, j'aurais dû m'habiller en boubou manoir. C'est ce qui est de chez moi. Donc, je l'ai dit, pour pouvoir introduire un fait. Le fait est que le peuple meurt. Meurt pour la politique. Meurt pour un facteur aussi économique. Meurt aussi parce que a une idéologie politique qu'elle respecte. Mais, ce soir, je suis habillé ici comme un Italien. Mais je ne suis pas Italien. Vous savez, quand tu vis dans un pays, il faut respecter les usances de ce pays. Quand tu vis quelque part, respecte les lois de ce pays. Mais nous, le peuple, ouais. Chez nous, à la maison, nous ne pouvons pas vivre comme il se doit. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en Italie. Vous avez vu la délégation La Colline, ce sont les pionniers qui sont là-bas. Et nous, les Africains qui sommes ici ce soir, allons habiter dans les collines piemontaires. Et les Italiens se retrouvent dans les baraques. Est-ce que ces choses-là sont expliquées? Est-ce que ces choses-là veulent dire que nous sommes des miliciens? Est-ce que ces choses-là aussi sont concevables dans quel pays du monde? Mais nous, les ouais, nous subissons ça. Et vraiment, je vous dis merci encore au comité d'organisation au nom de tous les ouais de l'Italie. Merci beaucoup. Mais, comme je disais, il y a eu plusieurs interventions ici ce soir. Ceux qui font ce métier, moi je ne fais pas de la politique. Il y a les politologues, ils ont trouvé des excuses, à des motivations, à tout ce qui arrive au peuple. Ouais. Vous savez, ils ont parlé de la guerre du Libéria. Samuel Doe, tout ils ont dit. Mais vous savez, nous aujourd'hui, le problème, je vais le synthétiser en deux. La première partie, avant la crise post-électorale. Les ouais aussi sont morts depuis 2002. Et là, c'était la bataille. Il y avait la guerre. On pouvait aussi peut-être, on ne peut pas y justifier la perte d'une vie humaine. Mais au moins, quand il y a des affrontements, les âmes crépissent, c'est des hommes qui meurent. Nous aussi, nous respectons leur âme. Mais celle d'après la crise post-là est plus difficile à gérer. Je vais vous le dire. Et c'est des trucs souvent qui ne sortent pas. Il faut un web pur pour le dire. Et souvent, moi je suis contre. Quand je vois dans les plateaux de télévision en Europe, on dit le spécialiste en africain. Et on envoie un blanc. Mais qui peut connaître mieux mon peuple que moi? Qui peut connaître mieux ma population que moi? Donc, ce fait-là aujourd'hui, je voudrais que toute la délégation ici le retienne. Ce fait est simple. Vous savez pourquoi Diokoye? Diokoye est un grand carrefour à l'ouest. Quand tu viens du Libéria, tu passes à Diokoye. Quand tu viens de la Guinée, tu passes à Diokoye. Tout le peuple, ouais, est dans et ouais, on leur carrefour à Diokoye. Donc Diokoye est un pôle économique dans notre région. Et ceux qui nous tuent aujourd'hui, actuellement, ils le font parce qu'ils veulent s'accaparer de Diokoye. Ils veulent les mettre là. Ils veulent avoir l'économie en main. Donc c'est pour vous dire, mes frères, ouais, n'oubliez pas, notre bataille doit pas être émotive. Nous devons continuer après ça. La vraie bataille viendra quand les gens vont se taire. Parce que nous devons gagner le terrain sur le plan économique, sur le plan aussi culturel chez nous. On doit savoir que l'étranger qui vient chez nous doit savoir qu'il est chez quelqu'un. Et il doit respecter notre culture. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas d'étrangers. Donc, pour vous revenir au fait, je disais tout à l'heure qu'il y a une petite révélation que je voulais vous faire. Que les gens ne disent jamais. Actuellement, après la crise électorale, vous savez comment on perd la forêt aujourd'hui? Ils disent non, le roi n'aime pas travailler. Il vend sa forêt. Mais tout le monde, quand cette information sort sur les médias,
où certaines personnes tiennent ces propos dans les bars, dans les familles, ça part, c'est difficile de récupérer en ce moment. Mais moi, je voulais vous éclairer un peu ce soir ce qui se passe. Il y a une stratégie. Pourquoi j'en veux beaucoup à ce gouvernement? Je ne fais pas de la politique. Mais par culture, je suis socialiste. Donc c'est difficile que je sois avec un libéral. C'est un problème de principe, dans un premier temps. En dehors de tout ce que nous disons sur lui. Donc je ne pourrai jamais être avec lui. Je disais tout à l'heure que aujourd'hui, comme on perd nos forêts, ils savent que nos parents ont tout perdu. Ils sont allés au Libéria. Les maisons sont brûlées. Ils n'ont rien à manger. C'est le moment qu'ils ont choisi pour donner des centaines de millions à des personnes pour venir envahir nos forêts. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, tu as pu avoir, comme le président Feu le disait, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Je suis dans mon village, je n'ai pas de maison, je n'ai rien à nourrir ma famille. Quelqu'un vient de me proposer 1 million pour que je lui donne une portion de terre pour qu'il cultive. Est-ce qu'en ce moment, psychologiquement, est-ce que je suis prêt pour affronter le débat à lui? Est-ce que je suis prêt en ce moment pour pouvoir répondre à mes principes d'homme? Je lis ma parcelle de forêt pour que je puisse nourrir ma famille. Parce que je sors du Libéria et quand les ONG nous donnent à manger, c'est du maïs. Le Guéré ne mange pas du maïs. Le Guéré ne mange pas l'haricot. Donc, c'est pour vous dire, mes frères, ne nous limitons pas seulement au meeting. Ne nous limitons pas seulement au marches. Il y a un autre débat qui nous apprend. Aujourd'hui, le peuple de l'Ouest, le peuple ouest, doit chercher à faire le titre foncier. C'est un débat que nous devons affronter. Nous qui sommes en Europe, parce que si j'ai le titre foncier, personne ne viendra me retirer ma terre. Et les avocats qui sont ici sont mieux placés que moi. Le problème aujourd'hui, des frontières de nos ancêtres là n'existent plus. Nous allons dans un autre monde. Donc nous devons affronter nos problèmes avec toute cette lucidité, avec la loi aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais aussi dire à mes frères. Merci beaucoup mes frères. Merci. Merci au comité. Mais vous savez, il y a eu déjà beaucoup d'interventions. Je vais vous laisser. Mais un pays je suis comme ça. Mais je suis je connais bien ma tradition. Et vous savez ce qui m'a choqué, ils ont profané aussi nos masses. Vous savez qu'un pays le masque représente le Dieu. Quand il y a des grands conflits dans le pays c'est le masque qui vient trancher. Et quand le a plus peur du masque que le Dieu. Quand tu dis Dieu, il rit. Mais si tu lui dis grâce, tu as créé un problème là. Là, tu l'as bloqué. Donc tout ça là aujourd'hui est profané. Mais chez nous, bien que nous soyons en Europe, on a encore nos mœurs que nous n'avons pas oubliées. Ce soir, quand chez nous, quelqu'un te fait quelque chose de bien, il faut le manifester, ils vont te voir. Tu ne peux pas t'asseoir comme mes frères sont assis un peu ce soir. Tous les rois ici se sont pas dit merci à la coordination, au docteur Boka. Voilà la chose. Mes frères, sur le podium, tous les rois, on va dire merci à Torito, on va dire merci à l'Europe. On va le roi de l'île, merci pour toi. Tout le peuple est pour toi. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous nous avez parlé. Merci le président Jean-Jean. Merci le maire. Merci vous tous. Merci docteur. Sous vos applaudissements. Merci. Et saluer les initiateurs de cette rencontre depuis ce matin jusqu'à cette nuit, qui ont mis beaucoup de leur temps à préparer cet événement, en particulier mon frère Dr Sako Boka. Sako, en veut dire non. C'est l'homme qui refuse. Sako, ici c'est moi. Sako, ici c'est moi. Sako, ça veut dire l'homme qui refuse l'injustice. L'homme qui dit non. Comme dirait Samori Touré, quand l'homme refuse, il dit non. Frère, tu as dit non à l'injustice. Ce n'est pas pour rien que tu es droit de l'homiste.
Ce n'est pas pour rien qu'en tant qu'enseignant à Poitiers, tu as refusé l'injustice, que tu te retrouves aujourd'hui en exil, nonobstant les dispositions de l'article 12 de notre Constitution qui dispose qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Aujourd'hui, tu es en exil à cause des droits de l'homme qui sont bafoués dans notre pays. Que Dieu te rende au centuple cette initiative. Je voudrais dire, la langue italienne me manque, mais je voudrais dire grazie du fond du cœur à tous les Italiens, à toutes les Italiennes qui accueillent mes parents, ouais, ivoiriens, africains, ici en terre italienne. Grazie, grazie, grazie. Je voudrais dire à mes frères africains qui sont passés sur le plateau que leurs messages me sont allés droit au cœur. Vous savez, entre Sénégalais et Ivoiriens, entre Béninois et Ivoiriens, je ne citerai que les deux nationalités parce que ce sont des parents qui sont passés avant moi. Les Sénégalais ont des noms communs avec nous. Gueye, chez nous c'est Gueye. Oulaye, chez nous c'est Oulaye. Et d'ailleurs, notre dernier ministre de la fonction publique, il s'appelle mon aîné Hubert Oulaye. Ça a été écrit comme s'il était sénégalais, mais cela dépend aussi de la prononciation régionale. Chez lui on dit Oulaye, donc ça s'écrit comme Oulaye sénégalais. Je voudrais dire également à propos du Sénégal, qu'en Wolof, quand on dit Omouniaï, ça veut dire en ouais, Omouaïnia, il est parti loin. Alors, il y a des mots sérères que l'on trouve en ouais, des mots Wolof que l'on trouve en ouais. Alors, comme disait Cheikh Anta Diop, nous avons tous la même origine, l'Égypte. Cela est indéniable. Mon frère béninois qui est passé au Bénin, le jour c'est zon, en ouais c'est zon. Au Bénin, vous dites mi en ouais zon. Chez nous en ouais, on dit zonzin. Le jour s'est levé, mi en ouais zon. Le jour s'est levé, zonzin en ouais. Ma zonzin, mi en ouais zon. Zonzin, mi en ouais zon. Merci. Je voudrais dire à mes parents, ouais, qui nous ont accueillis ici, merci du fond du cœur à Bossé Bobou, à Bossé, ici à Baboué, ici, à Bossé Bobou, à Bossé Bobou, à Bossé Océan, à Bossé Ka, Ao. Je voudrais dire également ici, merci à toutes les femmes patriotes qui ont fait le déplacement, car partout où la galaxie se déplace, les femmes patriotes sont toujours là. Et ce sont les deux mains qui se lavent. Qu'est-ce que serait un homme sans l'accompagnement d'une femme? Il serait unijambiste. Merci à la présidente des femmes patriotes. Merci à toutes les femmes patriotes qui ont suivi cet événement de bout en bout. Merci à tous les artistes qui se sont mobilisés ce soir. Il y a parmi eux mes frères, mes soeurs, il y a celle que j'appelle ma lionne, Maëliba, qui est ma vice-présidente à Odewek. J'atterris maintenant pour vous parler de l'Odewek. Odewek est une idée qui m'est germée dans la tête lorsque j'étais sous les bombes à Abidjan. Du mois de mars au mois d'avril 2011, j'étais chez moi avec une multitude de personnes que j'avais hébergées des quartiers populaires d'Abidjan et que je vais sécuriser chez moi alors que moi-même j'étais en danger. Et parmi les frères et sœurs que j'ai accueillis, il y avait un frère chrétien, un frère qui s'appelle Oupo, un frère Dida. Nous sommes de la même confession religieuse. Il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je deviendrai ton serviteur, c'est-à-dire pasteur. Et moi, en toute humilité, j'ai dit, Seigneur, si jamais tu me sors d'ici, si tu me sors de ce calvaire d'Abidjan, si tu me sors des feux qui entourent notre immeuble, alors que les rebelles tirent sur les loyalistes qui répliquent,
alors qu'il y a la bataille du plateau, que j'habite le plateau. Seigneur, si tu me sors d'ici, je te promets de réunir mon peuple qui souffre. Je promets, partout où je serai, de rassembler les car si nous ne sommes pas unis, les autres vont toujours continuer de nous narguer. Par ta grâce, sors-moi d'ici et je ferai ce travail. Utilise-moi dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que lorsque on m'a fait passer par le Maghreb et que j'ai pu gagner Paris, j'ai lancé Organisation pour la défense des avec Maëliba, avec Dr Guité, avec Glankei Gabriel, avec bien d'autres. Avec Céleste Oulaï, ici présente dans la salle, avec bien d'autres que je ne veux pas citer ici. L'Organisation de la défense des est ainsi née au DEWE. Notre but, puisque nous n'avons pas de Kalachnikov, nous ne sommes pas violents. Notre but, c'est de tout faire pour traquer, poursuivre les génocidaires de notre peuple devant les tribunaux, qu'ils soient internationaux, donc à l'international, ou domestiques en Côte d'Ivoire. Il y a tout un arsenal juridique. Depuis la jurisprudence de Nuremberg, en 1948, qui permet de juger les criminels de guerre et les auteurs de crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Et ces crimes sont imprescriptibles. Je salue mon confrère Seri Sokou, ici présent dans la salle. Il sait de quoi je parle. Ces crimes sont imprescriptibles. C'est-à-dire que nous pouvons poursuivre les auteurs de ces crimes toute leur vie, sans aucun délai, sans aucune limitation de délai. Au plan interne, en Côte d'Ivoire, il y a l'article 137 du Code pénal. Article 137 du Code pénal, vous pouvez le vérifier, qui prévoit les crimes de génocide et les punit de peine de mort. De peine de mort. Article 137 du Code pénal ivoirien prévoit le crime de génocide. Et ces gens-là sont passibles de la peine de mort. Et donc, ce que je puis vous dire, c'est que tous les tueurs de Ouattara, de Soro, de Bakayoko et consorts, tous ceux-là qui ont été financés par la France-Afrique, par Sarkozy, ceux-là seront poursuivis. Nonobstant leurs acquis, ce sur quoi ils sont assis. Mais devant Dieu, aucun homme fort ne peut tenir. Le peuple est un peuple accueillant. L'Éternel a dit dans la Bible, aime ton prochain comme tu t'aimerais toi-même. Et c'est comme cela que nos parents aiment les étrangers, qu'ils accueillent les étrangers. Est-ce mauvais que d'accueillir un étranger sur son sol? Je ne crois pas. Au jour d'aujourd'hui, le peuple est génocidé. Le peuple vit dans le dénuement total pour les rescapés du génocide. Le peuple malgré les dispositions de l'article 12 de la Constitution que je vous ai rappelé, vit en exil, alors qu'aucun Ivoirien, au terme de ce texte, ne peut être contraint à l'exil. Et donc, frères et sœurs, ce soir, c'est la première fois qu'au nom du peuple nous venons nous exprimer en Italie. C'est la première fois que nous nous exprimons publiquement en Europe après la convention du 25 dernier à Paris-Montreuil. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi on tue les Certains disent guerriers ou Wobé. Nous ne sommes ni guerriers ni Wobé. Nous sommes Les Blancs, les Français ont essayé de nous diviser en créant ces connotations qui n'existent nulle part dans nos villages. Nous sommes à l'Éguéon. Point. Nous sommes Nous appartenons à la grande famille Krou. Et je ne suis pas surpris que ce soit un fils Krou qui a eu l'initiative de nous rassembler depuis ce matin. Que ce soit un fils Krou qui également, à ses côtés, en tant que mon confrère, l'aide à faire avancer l'idée de l'unité nationale à travers le combat des Ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Parce que lorsque nous avons connu l'exode à partir de l'Égypte, que nous avons fait des escales sur la côte ouest africaine et que nous avons atterri au Libéria, il est arrivé des moments où nos vieux, après avoir marché, on dit, Maïnoa, Aïné Dadoa, Anéa Dadoa, cela a donné la ville de Dadoa. Et lorsqu'ils ont marché, et le vieux a dit, Maïnoa, Issia,
ADI, ça a donné la ville d'Issia. Issia veut dire je suis fatigué. Issia, demandez à n'importe quel parent pété. Issia veut dire je suis fatigué. Le peuple ouais est un peuple généreux. Le peuple ouais est un peuple universel. Je vous ai dit des mots ouais que l'on trouve en Wolof tout à l'heure, comme en langue béninoise également. Et ce peuple-là ne peut pas être gratuitement, impunément, injustement, illégitimement, illégalement génocidé sans que rien ne bouge. Ça a commencé, c'est la fin du régime de la dosocratie en Côte d'Ivoire, parce qu'il a touché, en fin de compte, au peuple qu'il ne fallait pas toucher. Nous sommes un peuple pacifique, mais on ne peut pas nous toucher indéfiniment et de façon impunie. Et je vous remercie pour cette rencontre. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole pour parler ce soir au nom des ouais. Alors, 3 raisons poussent au génocide ouais. Mon jeune frère Guy Raoul l'a expliqué tout à l'heure, il y a la raison économique. La raison économique, je veux m'apesantir un peu là-dessus, parce que l'histoire est un témoignage. Pourquoi tue-t-on les ouais? Au plan économique, vous savez que nos terres sont très fertiles, très riches, parce que nos parents pratiquent l'agriculture par rotation. Et donc, ils ne savent pas, eux, ils ne gaspillent pas leurs terres. Ils ont économisé leurs terres. Ce qui permet aux étrangers de s'installer. Et ils ont un sous-sol, nous avons un sous-sol très riche également, en toutes sortes de minerais, d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite, et j'en passe. Et les Français ont décidé d'installer là, dans cette partie la plus riche de la Côte d'Ivoire, des étrangers, soi-disant plus travailleurs que les ouais. Et pourtant, c'est nos parents. Moi, j'ai fait l'école dans mon village. C'est nos parents qui construisent nos villages, qui construisent les logements des maîtres, qui bâtissent des infirmeries, des maternités, etc., des marchés couverts. Ce ne sont pas ni les colonialistes, ni les gouvernementaux, encore moins les étrangers. Et donc, comment peut-on traiter ce peuple de paresseux? C'est complètement faux. Excusez, écoutez, il y a l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous en prie. Je vous en prie, l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut écouter. Sur la raison économique, celui qui a usurpé le fauteuil présidentiel à Abidjan a son beau-fils, Loïc Foderou, c'est-à-dire le fils de Dominique Nouvian, épouse Ouattara. Son fils Loïc est représentant d'une multinationale qui exerce dans le cacao. Et vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne cette information. Et donc, il faut absolument pour eux faire descendre une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci. Ils ont trouvé les mots ci. Tout à l'heure, le frère sénégalais a dit que ce monsieur n'était pas digne d'être burkinabé, je suis d'accord avec lui. Comment peut-on employer ses compatriotes d'origine? Comment peut-on les exploiter? En 2012, comme des vauriens, des moins que rien, là où le président Laurent Gbagbo payait le prix du cacao bord-champ, 1100 francs le kilo, aujourd'hui, le Mossi paye le même kilo à 150 francs CFA. Voyez la différence? C'est un négrier, ce monsieur. C'est un nègre blanc. C'est un nègre blanc, comme disait France Fanon, dans Peau noire, masque blanc. C'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité vis-à-vis des gens d'une autre couleur et un complexe de supériorité, soi-disant, vis-à-vis de sa propre famille raciale. Peau noire, masque blanc, incomplexé. Et le même France Fanon disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons découvert notre mission. Nous devons mener ce combat jusqu'à la libération des terres, ouais, des terres BT, des terres Dida, des terres Annie, des terres... des terres Akié, partout en Côte d'Ivoire. Ce combat a commencé. Et donc, représentant la multinationale Almajaro, Loïc
donc le fils de Dominique Loïc Faderou, va donc financer la guerre depuis 2002. Voilà, nous sommes victimes donc de la problématique de l'exploitation des nègres par les Européens, par les Occidentaux, par les capitalistes, en utilisant les nègres. La politique classique du diviser pour mieux régner. Et ils ont retrouvé en cela un sacré sozo à la personne de Dramane Ouattara. La deuxième raison, elle est mystique. Pourquoi tu donnes les ouais? Elle est mystique celle-là. La famille Krou, dans sa grande composante, vous avez en premier chef les ouais. 30% des langues Krou, dans 30% des langues Krou, vous retrouvez les langues ouais. Je pourrais vous le démontrer au cours d'une conférence, ce n'est pas le moment. Et bon, donc, les ouais ont décidé de soutenir leur consanguin Laurent Gbagbo. Oui, ça a été dit. On tue les ouais aussi, pour la deuxième raison, il y a qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo. Est-ce mauvais de soutenir un candidat? Ce n'est pas ça la démocratie? Est-ce qu'en France, les partisans de Sarkozy sont traqués par le président François Hollande qui a été élu? Non. La démocratie, c'est Demos Kratos. Vous êtes latiniste, nous sommes ici en Italie. Demos Kratos, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, on ne peut pas blâmer un peuple parce qu'il soutient un candidat. À moins qu'on soit complètement sorti du schéma de la démocratie, qu'on tombe dans la tyrannie. C'est le cas en dosocratie. La troisième raison, elle est politique. Évidemment, parce que les ouais ont choisi Laurent Gbagbo, le fils de Koudou. Nous l'avons choisi parce qu'il est démocrate. Et j'ai écrit sur lui le livre Gbagologie, livre 1 de la vision à la présidence de la République, publié chez l'Harmattan Édition en octobre 2010, c'est-à-dire le mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Gbagologie. Et donc, pour moi, Gbagologie, c'est une triptyque. C'est ce que j'appelle DRT, détermination, ruse et temps. Laurent Gbagbo est un homme déterminé, est un homme brusé, est un homme qui compte sur le temps, joue dans le temps et travaille avec le temps. Pour lui, le temps, c'est aussi l'autre nom de Dieu. Par le temps, nous vaincrons nos adversaires. Par le temps, nous les mettrons à genoux. Par le temps, nous les traquerons. Par le temps, nous les traduirons devant les tribunaux et cours du monde entier. Mon frère Cyril Sokou, réveille-toi, on ira jusqu'au bout. On va Jacques, on va Jacques, on va Jacques. Je vous bénis en toute ouverture. Que Dieu vous bénisse.